Salut, c'est Jérémy, je suis le cofondateur de Favicon et aujourd'hui on va voir comment cartonner son business grâce aux influenceurs. La définition la plus simple, c'est tout simplement de dire que les nanos et les micros sont les plus petits influenceurs, c'est-à-dire ceux qui ont le moins d'abonnés. Donc ça dépend des définitions, hein. C'est pas dans le Larousse, mais généralement on va considérer que quelqu'un autour de 1000-2000 abonnés, ce sera un nano-influenceur. Après, au-delà, ça sera plutôt un micro, vers 15-20 000 abonnés. Et après, on rentre dans la catégorie des macros, des mégas, etc. Donc encore une fois, ça dépend de tous les agences, ça dépend des marques. Chacun a sa propre définition. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, quand on rentre dans la catégorie des nano et des micro-influenceurs, on sort un peu de la sphère des influenceurs qui sont professionnels. On parle de gens pour qui l'influence, c'est vraiment plus un hobby, c'est des gens qui ont un vrai métier, qui font d'autres choses et qui s'appuient sur un compte avec 1000, 2000, 3000 abonnés et pour lesquels, en général, on fera des collaborations plus basées sur des produits gratuits, etc. Parce que, encore une fois, c'est pas leur business. À chaque influenceur correspond un produit, une cible et un objectif. C'est-à-dire, si tes objectifs, c'est de la conversion, ce ne sera pas forcément le même influenceur que si quelqu'un pour faire de la visibilité, etc., etc. Et ça, il faut vraiment comprendre ça avant de travailler avec des influenceurs, parce que sinon, on a facilement des désillusions. Hein, et c'est pas parce qu'on travaille avec un influenceur, par exemple, qui a 200 000 abonnés, que derrière, on vendra énormément de produits. Et parfois, il vaut mieux bosser avec un tout petit influenceur pour lequel la niche est beaucoup plus ciblée, beaucoup plus en adéquation avec le produit, que bosser avec des gros. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre avant de faire de l'influence. Honnêtement, le premier avantage, c'est de 1, le prix. C'est-à-dire que forcément, ce sera beaucoup moins cher. Quand tu bosses avec des gros, plus il sera gros, plus il demandera de l'argent. Alors que les petits, bah, tu peux bosser avec 5, 10, 15, 20 petits. Derrière, tu as un effet de levier. Est-ce que c'est peut-être plus intéressant de bosser avec 10 influenceurs qui ont 5000 abonnés? Parce que derrière, chaque influenceur va le partager à sa communauté. Tu as des chances que ça prenne, que la mayonnaise prenne. Tu multiplies tes chances, entre guillemets. Alors que si tu bosses avec un gros influenceur à 200 000 abonnés, bah là, tu as une seule chance et si ça floppe, bah, ça floppera tout simplement. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage qui est souvent négligé, c'est tout simplement bah, les chances de réponse sont beaucoup plus élevées. On sait qu'aujourd'hui, la grosse frustration des marques qui vont travailler avec des influenceurs, c'est qu'en général, le taux de réponse il est très faible. Et quand je suis très faible, sur des gros, tu vas peut-être avoir, je sais pas, 2 à 3% de réponse. Vraiment, c'est. Parce que tout simplement, la problématique qu'ont beaucoup de marques, c'est qu'elles pensent qu'il faut contacter le plus d'influenceurs possible pour qu'il y ait une chance de réponse. Alors qu'en réalité, il faut personnaliser au max la prise de contact. Il faut vraiment vérifier qu'il y a une vraie adéquation entre l'influenceur et le produit et sa marque. C'est-à-dire que si toi tu vends un produit un peu bas de gamme entre guillemets et que tu contactes une nana qui est hyper rentable, enfin en tout cas sur, je sais pas, qui fait du yoga, toi tu vends un tapis de yoga qui est archi haut de gamme, mais que l'influenceuse en général elle fait plutôt du bas de gamme et une audience un peu, j'en sais rien, un peu pourrie. Bah derrière le fit il sera pas là. Donc ça c'est ce qu'on appelle en fait le brand fit, donc la compatibilité de marque entre l'influenceur et son produit. Ça c'est hyper important, il faut vraiment l'avoir en tête. Donc ça c'est le deuxième avantage, c'est que tu auras beaucoup plus de réponses avec les petits et les nanos, et aussi que ce sera beaucoup plus facile de travailler avec eux parce que en général il y a quand même moins d'exigences, parce qu'il faut savoir que les gros ils peuvent recevoir 20, 30, 40 sollicitations par jour, donc ça peut être assez facilement galère. Les deux bien sûr. Si t'es tout petit, les nano-influenceurs, ça peut être un levier incroyable. Si ton projet il est un peu sexy, s'il est cool, le nano, le micro-influenceur, et même parfois des plus gros, hein. Si vraiment t'as un projet qui plaît, tu peux avoir un levier derrière pour faire connaître très facilement, à bas prix, par rapport à d'autres leviers. Il faut savoir que le retour sur investissement d'un influenceur par rapport à une stratégie marketing classique, il est en moyenne 8 fois supérieur. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est qu'un influenceur bien choisi, avec une bonne campagne derrière, une bonne préparation, une bonne adéquation avec l'audience, etc., bah derrière, c'est vraiment banco, quoi. Par rapport à d'autres stratégies pour se faire connaître qui peuvent être très coûteuses, que ce soit des paid ads, que ce soit des mails où derrière le retour sur investissement il est relativement faible, bah l'influenceur derrière, si c'est bien fait, c'est juste génial, quoi. Franchement, toutes. Enfin, aujourd'hui, toutes les marques que tu peux voir autour de toi, ou à un moment ou à un autre, sont passées par des influenceurs. Enfin, tu vois, en fait, les influenceurs d'aujourd'hui, il faut juste comprendre que ce sont des célébrités qui sont sur les réseaux sociaux. Les influenceurs d'il y a 30 ans, c'était les Beatles, tu vois, peut-être pas 30, même plutôt 50 maintenant, mais tout ça pour te dire que voilà, Coca-Cola, quand ils faisaient des publicités dans les années 90, ils sont aussi passés par la célébrité, c'était les influenceurs de l'époque, sauf qu'il y avait que la télé comme support. Et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que ces célébrités
bah, elles sont sur les réseaux sociaux et tu en as 1000 fois plus. C'est-à-dire que tout le monde peut travailler avec des célébrités à son échelle parce que les célébrités, il y en a des toutes petites sur des réseaux, tout le monde utilise les réseaux sociaux. Et c'est la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que ce canal de l'influence, c'est tout simplement de la célébrité en masse. Ce qui n'était pas le cas il y a 40-50 ans. La publicité auprès de célébrités est évidemment réservée à des très grandes marques qui l'utilisaient en masse pour faire connaître leurs produits. Aujourd'hui, tout le monde peut bosser avec des influenceurs et c'est ce qui fait la force de ce levier et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'influence, comme je te l'ai dit, tout le monde l'utilise. C'est-à-dire que dans ton stack marketing, tu vas faire du mailing, tu vas faire du paid ad, tu vas avoir plein de stratégies de croissance, tu vas faire de l'inbound et tu vas faire de l'influence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'une marque, à partir du moment où tu fais du marketing, il n'y a pas de raison que tu passes pas avec des influenceurs. Pour moi, c'est du gâchis. C'est plus que jamais une bonne stratégie. Et en fait, le problème, c'est que contrairement à ce qu'on croit, l'influence, c'est pas si simple. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que derrière, tu peux bosser avec n'importe quel influenceur, le contacter, etc. Et comme je te l'ai dit, il n'y a pas forcément la bonne audience, il n'y a, y a pas le bon ciblage, il n'y a pas le bon objectif. Et du coup, il y a plein de choses. Il y a aussi des obstacles, il y a aussi des faux influenceurs qui peuvent exister. Et derrière, du coup, tu peux avoir une mauvaise presse. C'est-à-dire des marques qui ont bossé avec des influenceurs. Moi, pour l'anecdote, j'ai commencé Falicon après un rendez-vous avec une grosse marque qui avait travaillé avec un mauvais influenceur. Et il me disait, non mais l'influence ça marche pas, nous on a bossé avec machin qui a 300 000 abonnés, zéro retour sur investissement, il a fait 3 likes, etc. Et en fait quand on a creusé derrière, on s'est rendu compte que son audience il y avait plein de bots, mais vraiment énormément de bots, et que du coup c'est pas que l'influence ça marche pas, c'est que juste ça a été mal fait. Et c'est la problématique aujourd'hui qu'on a, c'est que l'influence est très souvent mal fait, que les marques tombent souvent dans des pièges assez évitables, mais quand c'est bien fait, comme je te dis, l'influence c'est absolument incroyable et c'est un canal merveilleux, voilà, c'est superlatif que tu veux, quoi. En fait, on se rend compte que les problèmes, ils apparaissent vraiment surtout au niveau de l'identification d'influenceurs. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes, c'est parce que l'influenceur a été mal choisi, que l'objectif a été mal défini, la campagne a été mal préparée avec l'influenceur, mais qu'à partir du moment où on trouve le bon influenceur, que les règles sont bien fixées avec lui, et que derrière, on est sûr de la qualité de l'influenceur, franchement, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Parce que, comme je te dis, si l'audience est là, si l'influenceur influence vraiment, si la niche est bien choisie, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et que tous les problèmes qu'on peut voir apparaître, c'est toujours la même chose. C'est des influenceurs qui, en fait, ne sont pas vraiment des influenceurs qui sont achetés des abonnés, ils achètent des likes, etc. Parce que l'objectif a été mal fixé. C'est-à-dire que, tu vois, il y avait un exemple d'une grosse influenceuse américaine à 1 million d'abonnés qui avait vendu 10 t-shirts, je crois, et ça avait fait un scandale à l'époque en mode, vous voyez, l'influence, ça marche pas. Mais en fait, on avait oublié de dire que tout simplement, cette influenceuse, son audience, c'était absolument pas autour du fashion, etc. Et que du coup, ouais, les gens qui la suivaient, c'était pas du tout pour ça. Et que derrière, si toi, ton influence, tu l'as construite parce que derrière, j'en sais rien, tu fais du yoga et t'es super fort en yoga, et que demain, t'as une marque qui te veut faire vendre des maillots de foot, bah ouais, c'est pas parce que t'as 1 million d'abonnés que derrière, tu vendras tes maillots de foot. C'est juste qu'il y a une inadéquation entre l'influenceur et l'objectif. Et ça arrive tout le temps. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment avoir en tête et que beaucoup de marques encore oublient de mettre. C'est que l'influence, c'est pas du tout parce que l'influenceur est bon, c'est pas du tout parce que l'influenceur a beaucoup d'abonnés que derrière, tu auras forcément de la conversion. Et il vaut mieux, et c'est là où on revient au nano-influenceur, c'est beaucoup plus intéressant de bosser avec des tout petits, des nanos, des micros qui ont vraiment une niche. Tu sais que derrière, les gens les suivent pour ça. Tu vois, le mec qui a 2000 abonnés, qui s'est construit ses 2000 abonnés parce que derrière, il parle tout le temps du même sujet, qu'il a une expertise derrière, bah, il convertira beaucoup plus qu'une nana à 200 000 abonnés, qui a une audience hyper large. Mais je sais pas, sur les 200 000, peut-être que t'en as que, je sais pas, 10% qui seront intéressés par ton sujet, parce que plus t'as d'abonnés, plus les gens vont la suivre aussi, parce que c'est une célébrité. Et du coup, bah, derrière, tu vas payer. En fait, le problème, c'est que tu vas payer beaucoup d'argent, parce qu'elle a beaucoup d'abonnés, mais que derrière, en réalité, tu n'as aucune idée de l'audience, le niveau d'audience derrière, qui est vraiment intéressé par ta niche ou ton produit. Avec Favicon. Ben, en vrai, du coup, pour être totalement neutre, ben, en fait, les influenceurs, tu as plusieurs moyens. En fait, l'erreur que commettent aussi beaucoup de gens, c'est que tout le monde utilise les réseaux sociaux, tout le monde connaît les influenceurs, donc on se base toujours sur, voilà, on connaît toujours quelqu'un qui fait ça, quelqu'un qui est dans cette niche, tu te renseignes de droite à gauche. Aujourd'hui, c'est une erreur parce que tu as tellement d'influenceurs dans tous les sens, c'est un marché qui se démocratise énormément au niveau de l'offre, donc tu as des influenceurs partout. Et aujourd'hui, au contraire, c'est beaucoup plus intéressant de travailler avec des nouveaux influenceurs qui sont en train d'émerger, qui sont en train de se faire connaître parce qu'ils seront moins chers que des mecs qui sont là depuis longtemps et qui derrière vont coûter plus cher parce qu'ils ont un peu professionnalisé l'influence, leur influence.
Et du coup, bah voilà, soit tu le fais manuellement et tu te bases un peu sur des OP que tu as pu voir, des mecs que tu connais, soit tu passes par des outils comme Falicon où derrière nous on va donner accès à 10 millions de profils et tu pourras choisir en fonction exactement de ce que tu recherches, soit tu te plantes. Soit tu te plantes et comme je te l'ai dit, là, en fait, aujourd'hui quand tu fais de l'influence, tu as trois manières de le faire. Soit tu fais manuellement, et là c'est vraiment le parcours du combattant parce que tu risques de te planter au niveau de l'audience et l'influenceur, tu risques de te planter au niveau de la recherche, tu risques de te planter enfin, auprès de t'as plein d'obstacles en fait avant de travailler avec un influenceur. Soit tu passes par une agence qui va tout faire, et là ça va te coûter horriblement cher, soit tu utilises une plateforme comme la nôtre où derrière on va te donner tous les outils pour que tu puisses le faire en toute autonomie sans devoir payer des milliers d'euros pour une agence. Donc après c'est à toi de voir ce que tu préfères en fonction de tes budgets, en fonction de ton ambition, etc. Lui faire confiance, en général on a trop tendance à imposer un brief à l'influenceur, mais il faut vraiment savoir que l'influenceur, c'est lui qui est le plus à même de savoir ce que son audience, ce qui plaira à son audience. Maintenant, il faut bien cadrer la collaboration, bien fixer l'objectif, les deadlines, très important, pour que derrière, il n'y ait pas de frustration. Et que bien cadrer le travail de l'influenceur, bien lui dire aussi l'objectif, comme je te l'ai dit, est-ce qu'on cherche la conversion, est-ce qu'on cherche la visibilité, pour que lui-même puisse choisir ce qui sera le plus adapté. Et derrière, bien contractualiser en avance. Voilà, dire pour X, si tu payes un influenceur 2000 euros, en échange, tu auras un post, une story. Derrière, bien cadrer le fait que ce soit. Ça reste dans le temps. Donc, un an, par exemple, sur le contenu d'influenceur. Parce que sinon, il peut le supprimer le lendemain. Voilà, ce genre de choses. Bien faire attention aussi à ne pas le payer avant que le travail soit fait. Ça, c'est une erreur que commettent beaucoup de marques. Tant que l'influenceur n'a pas publié de vidéo, tu peux évidemment payer un acompte, mais jamais payer l'influenceur en partie. Tu vois, même nous, Falicon, on s'est fait avoir il y a quelques semaines. On a travaillé avec un youtubeur et au final, on l'a payé en avance. Et il a pas du tout fait ce qu'on lui a demandé. Et bah, au final, il s'en fiche, tu vois. Lui, il a laissé sa vidéo, il a laissé son argent. Et derrière, t'as aucune manière de te. Aucun levier. Donc, non, ne jamais payer l'influenceur au début, attendre que ce soit fait et bien communiquer avec lui. Et derrière, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Enfin, tout est possible. Ça dépend de ton budget. Si tu as un budget de 50 000 euros, oui, bosse avec 30 influenceurs à 50 000 abonnés, ça peut être intéressant. Si t'as pas de budget, oui, contacte-en plein en masse, en essayant de personnaliser ton message un minimum. Et nous, chez Falicon, on a un outil qui permet de le faire en masse de manière assez rapide. Donc, évidemment, plus tu contactes d'influenceurs, plus tu as de chances que certains te répondent. Mais il faut juste que ce soit pas au détriment de ton message. Ça sert à rien d'envoyer 10 000 messages ultra vagues à un influenceur. Une erreur que commettent beaucoup de marques, c'est. En fait, c'est comme une fille sur Tinder. Elle reçoit 50 messages par jour. Si tu lui envoies un message, salut, ça va, elle répondra jamais. Et l'influenceur, c'est pareil, il reçoit 50 sollicitations. Donc, dès que tu le contactes, il faut que tu dises bonjour, on est telle marque, on a tel objectif, on voudrait faire ça avec vous. Voilà, avec le budget directement dès le début. Plus tu seras concret, plus tu seras efficace, plus tu gagneras du temps. Et ça sert à rien derrière de partir sur des discussions interminables et être plus transparent et concret dès le début. Et tes chances de réponse seront vraiment maximales. Honnêtement, ça dépend. Ça dépend, est-ce que c'est un gros influenceur? Parce que là, il sera sursollicité. Et là, évidemment, un gros influenceur, il sera booké sur 1, 2, voire 3 mois. Un nano et micro, pas du tout. Un macro et un nano, ça peut être fait une semaine après. Il y a pas de règle en fait. Mais évidemment, plus tu ne seras pas dans du gros, plus ça prendra du temps. Pour les messages de contact, donc encore une fois personnalisé, il y a aussi un point important, c'est vraiment de donner l'impression en tout cas que tu t'es intéressé au contenu de l'influenceur. Donc rebondir sur un post, sur du contenu qu'il a déjà fait dans le passé. C'est pour ça aussi que c'est hyper important de commenter potentiellement avant. Enfin, si tu as vraiment, j'en sais rien, 5 influenceurs dans le viseur, tu sais qu'ils seraient parfaits pour ta marque. Déjà, faire en sorte que tu les suis sur les réseaux sociaux, potentiellement d'avoir déjà liké du contenu et t'appuyer sur du contenu qu'il a déjà fait pour montrer que tu t'es intéressé à ce qu'il fait. Ça, c'est hyper important. Il y a un point aussi, bon, c'est pas vraiment le contact, mais qui est souvent négligé, c'est tout simplement de soigner sa propre présentation. C'est-à-dire, on a tout le temps de cas de marques qui disent ouais, moi j'ai contacté plein d'influenceurs, je comprends pas, j'ai pas de réponse. Je dis mais c'est normal mec, regarde la gueule de ton profil Instagram. Enfin, c'est des marques qui ont 0 post, 0 photo, 0 description, 5 abonnés, forcément l'influenceur te répondra pas. Donc on oublie souvent que c'est hyper important de soigner avant tout son image. Il faut pas se précipiter. Ça sert à rien de bosser avec un influenceur si derrière t'as pas le minimum syndical en termes
tout simplement de support visuel, de compte. Et je te dis pas d'avoir 2000 abonnés, hein, même 50 abonnés, c'est très bien. Mais juste de montrer que derrière, ça rassure en fait que l'influenceur a envie de bosser avec une marque comme la tienne. Et moins tu es transparent sur ta marque, moins tu es visible, moins l'influenceur saura de choses sur toi, en fait, tout simplement, moins tu auras de chances qu'ils te répondent. Donc vraiment, faites. Typiquement, Instagram, c'est souvent, voilà, c'est le. Si tu bosses avec un influenceur sur Instagram, ton profil est hyper important. Ça va être ton CV virtuel, ça va être ta vitrine, et il faut que tu le rassures. Donc soigner sa description, soigner son feed, montrer que derrière il y a quand même un minimum d'activité. Et là, dans un deuxième temps, tu pourras contacter l'influenceur et tes chances de réponse sont multipliées par 1000. Vraiment. Non, parce que c'est des trucs qu'on voit tous les jours. Moi, je te dis, on dit, ouais, mais je comprends pas, ces influences, ça marche pas, j'ai pas de réponse. Et en fait, quand tu creuses un minimum, tu te rends compte que c'est des trucs qui sont tellement évidents. Avant de penser à l'influenceur, pensez à vous-même. Et là encore, je reprends l'analogie du dating. C'est quand, avant de chercher quelqu'un, tu déjà aime-toi comme tu es, aie ta propre passion, montre que tu es passionné par ce que tu fais. C'est pareil pour une marque. Montre que derrière, tu as une vision, tu as quelque chose, qu'on voit tout de suite ce que tu essaies de faire, que tu es intéressé et ça change tout en fait. Donner envie. Voilà. Alors, si c'est personnalisé, vraiment, c'est-à-dire quand tu as 50 influenceurs, je pense que 20-25% de réponse, c'est normal, c'est bien. C'est l'objectif que tu dois avoir, attends, au moins avoir une réponse sur 4. Après, ça dépend encore une fois, si tu es vraiment sur une niche avec peu d'influenceurs, tu auras beaucoup plus de réponses. Si ton produit est. Enfin, tu vois, si c'est des trucs un peu. Il y a déjà énormément de choses qui existent, qui n'est pas très innovant, il y a plein d'influenceurs qu'on fait, bon là, tu auras moins de réponses. Il faut vraiment. Évidemment, si tu proposes 10 000 euros pour un poste, voilà, tes chances de réponse seront beaucoup plus fortes, donc tout dépend de ce que tu as à proposer. Mais je pense que 25%, c'est ce qu'on peut attendre en taux de réponse. 10%, c'est vraiment le minimum. En dessous de 10%, c'est qu'il y a un problème. Honnêtement, les influenceurs, enfin, encore une fois, quand tu tapes sur du plus gros, l'argent est hyper important parce que, comme je te dis, ils sont déjà très sollicités. Mais après, oui, tout simplement proposer quelque chose qui intéresse l'influenceur et qui aussi. N'oublie pas qu'eux, ils sont tout le temps en permanence en recherche de création de contenu. Donc si tu proposes quelque chose qui peut être intéressant pour son audience, qui apporte de la valeur, oui, là, ça compensera aussi. C'est-à-dire, si l'influenceur se dit, putain, si je partage ça à mon audience, c'est super cool, j'apporte de la valeur à mon audience, là, effectivement, ça sera un levier de négociation. Si ton produit, tu sais que derrière, encore une fois, l'audience, ça l'intéressera pas, que c'est un produit un peu pourri, que c'est grillé, que c'est un partenariat, oui, l'influenceur demandera beaucoup plus cher. Donc c'est pour ça aussi que tu peux avoir des très gros influenceurs. On a des cas, hein, tu vois, des Enjoy Phoenix, la situation, etc. On sait très bien que elles peuvent avoir des coups de cœur pour des marques et que du coup, ce sera beaucoup, beaucoup moins cher parce que tout simplement, il y a un coup de cœur. Donc c'est pour ça que faut pas s'interdire non plus de tenter des gros. Si derrière, tu crois vraiment en ce que tu fais, que tu as un vrai storytelling, que tu sais que l'influenceur, ça plaira à son audience, tout c'est jouable, hein. C'est juste, il faut le faire bien. Dernier contre-exemple, c'est les dropshippers. Si t'es un dropshipper, bah ouais, je peux déjà te dire que ton taux de réponse, il sera catastrophique. Si tu contactes 10 000 influenceurs avec un budget tout pourri, sur du dropshipping, ouais, les influenceurs, ils savent que le dropshipping en ce moment, ça peut être assez mal vu et que du coup, il y aura un malus sur le prix, quoi. C'est sûr. Alors effectivement, la tendance, c'est vraiment aux campagnes de long terme, parce que tout simplement, ce qu'on appelle les ambassadeurs, parce que tout simplement pour les influenceurs, c'est mieux vu. Le problème, c'est quand tu fais du one shot avec un influenceur, c'est que du coup, tu perds un peu d'authenticité, de sincérité, parce que l'audience sait grosso modo que tu fais ça pour la thune. Enfin, il fait ça pour la thune. Alors que quand l'influenceur s'engage sur du long terme, c'est vu comme plus sincère, plus authentique. Tu peux faire 2, 3, 4 contenus sur plusieurs mois. Et du coup, c'est en général effectivement plus efficace. Bon, après, c'est plus cher. Mais ça peut valoir le coup effectivement de faire plus du long terme plutôt que de faire du one shot. Donc après, encore une fois, ça dépend de ton budget, ça dépend de tes envies. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire du one shot. Du one shot, ça peut être très très bien. Mais c'est clair avoir un influenceur en ambassadeur, c'est plutôt intéressant, mais ça coûtera aussi beaucoup plus cher. Bah, le gros avantage aujourd'hui par rapport aux influenceurs, c'est qu'ils créent du contenu que tu peux réutiliser. Donc, faut pas hésiter dans le contrat à dire que tu peux réutiliser du contenu fait par les influenceurs, que tu peux par exemple push en publicité payante, quoi. Tu vois, imagine tu fais un OP avec un mec sur TikTok. Derrière, si tu peux réutiliser cette vidéo comme publicité sponsorisée payante,
toi, c'est banco, quoi. Ça te fait un contenu que tu peux réutiliser, recycler et tout. Donc ça, c'est tout bénef. On oublie aussi le gros avantage de l'influence, et c'est là où que YouTube intervient. Alors, bon, YouTube, ça t'intéresse particulièrement, mais sache que YouTube, pour moi, est de loin, aujourd'hui, la plateforme la plus efficace pour l'influence. Pour l'anecdote, nous, on le voit hein, chez Favicon, c'est-à-dire que nous, on a travaillé avec des influenceurs, parce que l'influence, c'est B2B aussi, hein, donc tu peux même pour une plateforme comme la nôtre, tu peux bosser avec des influenceurs sur YouTube, typiquement. C'est là où on a les meilleurs résultats. Le YouTuber qui nous a rapporté le plus de revenus, c'est un YouTuber à 2000 abonnés. Parce qu'en fait, son audience était hyper nichée, hyper intéressée par ce qu'on faisait. Celle qui a le moins bien marché pour nous, de très loin, c'est une TikTokeuse à 1 million d'abonnés. Donc en fait, pour te dire que c'est vraiment... derrière, tout dépend de tes objectifs, tout dépend de ce que l'influenceur fait. Et YouTube, c'est un très 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 bon réseau pour l'influence, tout simplement parce que tu as le SEO derrière. C'est-à-dire que même si le mec a pas beaucoup d'abonnés, derrière ta vidéo elle va être très bien référencée sur Google. Derrière ta vidéo elle va être aussi conseillée dans des recommandations sur des vidéos de même type. Et du coup, en fait, pour l'influence, c'est juste génial parce que tu ajoutes vraiment le SEO en mode gratuit en plus de l'influence. Alors que sur des réseaux comme Insta, typiquement, si tu fais une story ou même un post, bah, t'as pas ce référencement que permet YouTube. Donc moi, j'ai vraiment un conseil à donner, c'est si vous voulez vraiment optimiser vos chances de conversion, notamment pour le e-commerce, priorisez YouTube, qui est un excellent canal, vraiment, très sous-estimé, je trouve, dans l'influence en général. Et évitez TikTok pour l'instant. TikTok, tu peux avoir des super résultats. Mais TikTok, c'est un peu compliqué. Il y a quand même pas mal de codes à respecter. Donc ça dépend. Je dis pas que TikTok, c'est pas bien. TikTok, ça peut être. C'est vraiment à double tranchant. TikTok, tu peux cartonner comme être un fiasco total. Et si vraiment vous êtes près de vos sous, que derrière vous avez un objectif de conversion, bossez avec des petits youtubeurs et ils font vraiment très bien le taf. Alors sur Fairicon, on donne un ordre d'idée pour chaque influenceur. Maintenant, il faut savoir que, comme je t'ai dit, c'est un marché, c'est pas comme un supermarché, ça peut dépendre d'énormément de facteurs. Typiquement, tu as des. Voilà, une vidéo YouTube, ça coûtera forcément plus cher qu'une story, parce que derrière, en termes de création, ça demande beaucoup moins de temps. Donc ça dépend du réseau, ça dépend évidemment de la tête de l'influenceur, mais ça dépend aussi de la niche. Tu vois, par exemple, un influenceur voyage coûtera beaucoup plus cher qu'un influenceur fitness, parce que derrière, un influenceur voyage, voilà, il y a beaucoup plus de coûts, il y a beaucoup plus de demandes, il y a moins d'offres. Enfin, tu vois, c'est vraiment la loi de l'offre et de la demande. Mais oui, sur Fairicon, tu peux trouver des estimations de combien va coûter un influenceur. Ça peut te donner un ordre d'idée. Effectivement, si derrière tu bosses avec une association, bah voilà, 500 euros, ça sera pas suffisant. Et ça sera plus du 100 000 euros. Si tu bossais avec un influenceur à 300 000 abonnés sur YouTube, ouais, en dessous de 5, 10 000 euros, ce sera compliqué. Mais ça veut pas dire que si tu as 4 000 euros, ça passera pas. Mais ce qui est sûr, c'est que 400 euros, ça passera pas. Donc ça te donne un ordre d'idée, mais derrière, tout est ouvert à négociation. Comme je disais, en fonction de ce que tu fais, tu auras soit un bonus, soit un malus. Bah, d'utiliser Favicon à partir de 39 euros par mois pour faire l'influence. Non, plus sérieusement, en fait, faire beaucoup d'A/B testing dans l'influence. C'est-à-dire, ne vous lancez surtout pas à bosser, à payer un influenceur, par exemple, 10 000 euros. Vous avez un budget de 10 000 euros. N'allez pas claquer chez un influenceur à 500 000 abonnés. Faites plein de tests au début, avec des tout petits, 200, 300 euros, voire gratuits. Faites de l'A/B testing sur des réseaux sociaux. Enfin, prenez vraiment le temps de comprendre un peu comment ça marche, de voir ce qui marche le mieux. Et puis après, vous verrez, hein, ça peut que marcher. Mais je pense qu'au début, il ne faut pas se lancer à fond tant qu'on n'est pas sûr de sa cible, tant qu'on n'est pas sûr de comment ça marche. Donc de bien prendre le temps. Et une fois qu'on a compris comment craquer le truc, là, vous verrez que les résultats seront exceptionnels.